Pourquoi un exposé sur le DVD? Parce que le DVD est un objet familier. C'est un support idéal de très bonne qualité pour visionner les films qui ne sont plus à l'affiche. Il a le mérite de ne pas dépendre d'Internet. Il peut se trouver dans les bibliothèques multimédia et comporte souvent des bonus. C'est aussi une extraordinaire prouesse technique de pouvoir concentrer dans une rondelle de 15 grammes d'apparence anodine des chefs-d'œuvre pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Le but de ce diaporama est de montrer succinctement comment ce support physique est constitué et fonctionne afin de mieux comprendre sa manipulation et son utilisation. Le début du diaporama est consacré à sa description, la fin du diaporama à son avenir. Mon nom signifie Digital Versatile Disc. Pourquoi versatile? À cause de son humeur? Non, parce que le DVD a un grand nombre de frères et sœurs présentés un peu plus loin. En français, c'est un disque numérique polyvalent. La technologie fait appel à la physique. La numérisation et non la digitalisation fait appel aux mathématiques. C'est la combinaison des deux qui a permis cette invention en 1995. Sur la photo, on voit le disque avec les informations numériques binaires de 0 et de 1 et le rayon laser pour le lire ou pour l'écrire. La technologie a permis la miniaturisation des informations. Pour vous donner une idée, ramenées à la taille d'un terrain de football, les alvéoles du CD sont plus petites que une tête d'épingle. Elles sont de l'ordre du micron, si bien qu'on peut graver jusqu'à 800 millions d'octets sur un disque de 12 cm. Au départ, en 1982, l'objectif était de pouvoir graver sur un CD la 9e symphonie de Beethoven, interprétée par Karajan, c'est-à-dire 74 minutes de musique. Il faut savoir que cela s'obtient en échantillonnant la musique 44 100 fois par seconde et en donnant à chaque échantillon une valeur comprise entre 0 et 65 500 correspondant à 16 bits. C'est ce qu'on appelle la quantification. Pour en arriver à mettre au point le DVD, il a fallu 13 ans qui ont permis aux ingénieurs de réaliser une densification et une miniaturisation des informations encore plus grandes. Le pas entre les spires d'informations a été réduit, de même que la taille des alvéoles, en utilisant un rayon laser de lumière rouge au lieu d'infrarouge pour le CD. C'est après avoir vu le film Le Fugitif que les 10 plus grands industriels de la vidéo annoncent officiellement leur accord sur un support vidéo unique. Le premier lecteur DVD est lancé au Japon en 1996, 1998 en France. 10 ans plus tard, en 2005, 89 millions de DVD ont été vendus en France. En 2006, la famille des compact disques s'est agrandie avec l'arrivée du Blu-ray disc ou BD créé par Sony. En 2008, c'est la Warner Bros. Et Disney qui l'ont imposé aux dépens de son concurrent de Toshiba, le HD-DVD dont vous avez peut-être entendu parler, une autre version du DVD. Le Blu-ray peut contenir jusqu'à 50 gigaoctets. C'est l'équivalent de 72 CD ou 10 DVD, soit 20 heures de vidéo standard. En fait, il répond aux besoins de la vidéo en haute définition, HD, beaucoup plus gourmande en octets. Il contient alors un maximum de 6 heures de vidéo HD. Notez que les lecteurs de Blu-ray sont conçus pour être capables de lire les DVD et les CD. Avant de parler de la numérisation de l'image, rappelons celle du son, dont le principe est relativement simple. Comme cela a été dit pour le CD, le signal électrique délivré par le microphone est découpé 44 100 fois par seconde, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Et on donne à chaque élément une valeur comprise entre 0 et 65 536, correspondant à un nombre binaire de 16 bits composé de 0 et de 1. Sur cette diapo, l'exemple a été donné pour un nombre de 4 bits. La diapo montre aussi que plus le taux d'échantillonnage est élevé, meilleure est la qualité. Une analogie avec l'image permet de mieux le comprendre. Pour numériser l'image, c'est un peu plus compliqué. L'image capte
capturé par la caméra est d'abord décomposé en 3 composantes de couleur primaire RVB, rouge, vert et bleu, comme montré sur la diapo. Ces 3 couleurs ont la propriété de pouvoir restituer toutes les nuances en les combinant. Ensuite, l'image est échantillonnée en pixels. C'est la contraction de Picture Element, comme on le voit sur la maquette, et chaque pixel est quantifié suivant son intensité de 0 à 255 en langage binaire de 8 bits. Quand le film est projeté, chaque pixel reçu par l'écran est composé des 3 couleurs et restitue les nuances de couleurs de l'image originale, soit 16,7 millions de couleurs possibles par pixel. 255 multiplié par 255 multiplié par 255. Pour vous donner une idée, dans le format cinéma de 4K, l'image est composée de 2160 lignes et de 4096 pixels chacune, et le défilement se fait à la vitesse de 25 images par seconde. Autant dire que l'œil ne perçoit pas la numéralisation des images. Il faut ajouter que pour limiter ce débit d'information énorme, des algorithmes ont été conçus pour compresser les données. Ils agissent naturellement sur la qualité, mais ça c'est une autre histoire. Venons-en à la structure d'un CD qui permettra de mieux comprendre celle du DVD. Il y a 4 matières de nature très différente dans un CD. D'abord le polycarbonate, qui est un plastique très transparent, il représente 90% de l'épaisseur du disque de 1,2 mm. Ensuite, une pellicule d'aluminium très fine de 0,05 microns, 50 nanomètres, pour réfléchir la lumière. Ce dépôt métallique doit épouser parfaitement le relief des alvéoles moulés dans le polycarbonate. Ensuite, une couche de vernis de 10 microns environ pour protéger le métal. Et enfin, l'épaisseur de l'encre qui peut aller jusqu'à 100 microns. Comme vous voyez sur la figure, pour lire le CD, le laser traverse les 1200 microns du polycarbonate avant d'atteindre la couche métallique en aluminium. C'est le passage de chaque marche qui crée un 1. Contrairement aux idées répandues, c'est le côté imprimé du CD qui est le plus fragile. Le DVD est une sorte de sandwich qui enserre les alvéoles entre 2 rondelles de polycarbonate de 0,6 mm d'épaisseur chacune. Dans le cas représenté ici, les alvéoles ne sont moulées que dans la rondelle inférieure. La rondelle supérieure ne sert qu'à obtenir l'épaisseur standard de 1,2 mm. Mais il est possible de créer des alvéoles dans les 2 rondelles pour créer des DVD de plus grande capacité. Sur cette diapo, vous avez les différences de lecture des 3 supports, CD, DVD, Blu-ray. Vous voyez que dans le cas du DVD, au centre, le laser ne traverse que la moitié de l'épaisseur du disque pour atteindre les alvéoles, ce qui limite les pertes par diffraction dues au polycarbonate et permet d'utiliser un laser plus précis. Dans le cas du Blu-ray à droite, le rayon ne traverse plus le polycarbonate. Il lie directement les alvéoles à travers une couche protectrice de 100 microns, très régulière et très transparente, ce qui autorise une plus grande densification des alvéoles. Ces observations ont une conséquence sur la façon dont on doit manipuler les disques. Si la partie imprimée des CD est très fragile car les alvéoles sont à 100 microns au-dessous de la surface, ce n'est pas le cas de la partie imprimée du DVD parce que les alvéoles sont au milieu du disque à 600 microns de la surface. Attention pour le Blu-ray, contrairement au CD, c'est le côté non imprimé qui est le plus fragile. Sur la diapo suivante, vous verrez une petite vidéo d'1 minute qui montre la fabrication en usine. Au départ, le polycarbonate est sous forme de granulés. C'est la même matière que pour les optiques de lunettes ou de phares de voiture. Il est convoyé vers les presses dans des tubes en inox. Lors du pressage, le carbonate est porté à 300 degrés, sous forme pâteuse. Il est refroidi au contact de la matrice qui porte les alvéoles. C'est alors qu'il prend sa forme de rondelle
qui reproduit par moulage les alvéoles de la matrice. Le cycle dure 4 secondes. Comme nous l'avons vu, pour former un DVD, il faut 2 rondelles de 0,6 mm. Pour que les informations moulées soient lisibles par un laser, une couche réfléchissante d'aluminium est déposée sur la rondelle qui porte les alvéoles. Ensuite, comme vous voyez sur ces images, la colle est déposée par centrifugation sur une rondelle en rotation et les 2 moitiés du DVD sont collées. Vous allez maintenant comprendre pourquoi il y a des DVD qui ne sont pas imprimés sur une des 2 faces du disque. En effet, avec des technologies similaires, il est possible de fabriquer 4 types de DVD. La figure en haut à gauche présente un DVD 5, simple face et simple couche. Il contient 4,7 Go, soit 2h15 de vidéo. La figure en bas à gauche présente un DVD 10, double face, avec une lecture des 2 côtés du disque. Le DVD 10 nécessite le retournement du disque pour la lecture de la 2e face, ou bien des lecteurs avec 2 lasers, un pour lire au-dessus et un pour lire au-dessous du disque. C'est pourquoi le DVD 10 ne comporte pas de face imprimée. En haut à droite, le DVD 9 met en œuvre une technique double couche qui permet la lecture d'un DVD sans retourner le disque sur les lecteurs ne possédant qu'un laser. Cette technique consiste à créer une couche métallique semi-transparente dont l'épaisseur est de quelques nanomètres. Dans ce cas, le laser focalise son rayon dans un premier passage sur la couche métallique opaque et dans un deuxième passage modifie sa focale pour lire la couche semi-transparente. Comme le passage au travers de la couche métallique semi-transparente crée un affaiblissement de la précision du laser, les alvéoles de la couche métallique opaque sont modifiées pour les rendre plus lisibles. C'est la raison pour laquelle le DVD 9 double couche a une moins grande capacité d'alvéoles que le double face DVD 10. Il existe un DVD 17, double face et double couche, mais il est très peu fabriqué, car le Blu-ray simple face est plus facile à fabriquer. Cette diapo montre le principe de lecture d'un CD, DVD ou Blu-ray. Le rayon laser émis par la diode laser traverse d'abord le miroir semi-réfléchissant pour atteindre ensuite un miroir réfléchissant qui renvoie le rayon vers le DVD qui tourne lui-même à 1,2 mètres par seconde. Le rayon réfléchi par les alvéoles revient vers le miroir réfléchissant qui le renvoie vers le miroir semi-réfléchissant. Il est dévié ensuite vers une diode photoélectrique chargée de transformer la lumière en courant électrique binaire de 0 et de 1. Vous remarquerez au passage que contrairement aux anciens 33 tours, le disque est lu du centre vers l'extérieur à une vitesse linéaire constante de 1,2 mètres par seconde, soit une vitesse de rotation comprise entre 200 et 500 tours par minute. Cette diapo présente la famille des compact disques. L'intérêt du développement du Blu-ray UHD, ultra haute définition, est de permettre de voir des films dans un format 3840 par 2160 pixels avec une résolution 4 fois supérieure à celle du format standard de 1920 par 1080 qu'on appelle le Full HD. En outre, les Blu-ray UHD ne sont pas protégés par un système de zones. Il est donc possible d'acheter un titre aux USA pour le regarder sur un lecteur français. De plus en plus de télévisions Ultra HD sont vendues dans ce format. Elles représentent maintenant les 2/3 des ventes. Et vous verrez qu'avec ce format, la qualité de l'image et du son sont exceptionnelles. La vidéo suivante illustre cette diapo. La résolution est la quantité de pixels qui peuvent être affichés à l'écran. Le pixel, contraction de l'anglais Picture Element, soit en français élément d'image, est l'unité de base permettant de mesurer la définition de l'image numérique. Chaque pixel porte une information, comme la couleur. Tous les pixels assemblés forment l'image que vous voyez à l'écran. Remarque, la taille des pixels n'est donc pas nécessairement la même et variera d'un appareil à l'autre. Les pixels sont disposés en ligne horizontale et en colonne verticale. En multipliant le nombre de pixels dans chaque ligne par le nombre de pixels dans chaque colonne, vous aurez la quantité de pixels affichés sur votre écran.
Plus il y aura de pixels affichés à l'écran, plus l'image vous paraîtra nette et détaillée. Cette image montre l'évolution de la résolution des écrans. Actuellement, la plupart des écrans vendus sont en 1080 Full HD et 4K. L'image suivante montre qu'à chaque fois qu'on double le nombre de pixels sur la largeur et la longueur, pour la même taille des pixels, la surface de l'écran est multipliée par 4. Si la HD donne déjà de très bonnes images, Full HD vous offrira une expérience visuelle encore meilleure. Le terme FHD représente la résolution de 1920 x 1080 pixels. C'est la résolution la plus utilisée par les consommateurs de vidéos et les gamers aimant jouer aux jeux vidéo en haute résolution. La résolution 4K est 4 fois plus élevée que Full HD. Le terme 4K représente la résolution de 3840 x 2160 pixels. Comme le nombre des 3840 pixels sur la ligne horizontale se rapproche des 4000 pixels, et pour des raisons commerciales, il a été décidé de donner le nom de 4K. On parle aussi d'Ultra HD, UHD ou 2160p. La 4K vous offrira une image riche en détails et une plus haute qualité. Finissons par la résolution 8K, soit 7680 x 4320 pixels, soit 16 fois plus grand que Full HD. Cet exemple pratique vous montre la différence. Beaucoup d'écrans 8K sont encore en développement. Il y a très peu d'équipements sur le marché qui prennent en charge cette résolution. Dans le court terme, il est adapté pour les cinémas ou les professionnels de l'image. Pour mémoire, voici la fratrie des DVD dans leur version enregistrable. Il y a ceux qu'on ne peut enregistrer qu'une fois, qui finissent par R, et ceux qu'on peut enregistrer jusqu'à 1000 fois. Ils sont dits réinscriptibles. La différence entre les DVD -R et DVD +R correspondent à des standards d'enregistrement et de lecture différents. Il y a deux formats parce que les constructeurs n'ont pas pu se mettre d'accord. Il faut savoir que le DVD +R est plus récent. Ils sont présentés ici avec les CD et les Blu-ray enregistrables. La famille des DVD ne se limite pas à ces disques. Les caractéristiques des DVD vidéo qui nous concernent sont décrites dans le book B des spécifications du consortium DVD. Les books D et E concernent les enregistrables. Ce graphique est intéressant parce qu'il montre à quel moment le marché du support physique a basculé. Ce n'est ni la VOD, vidéo à la demande, ni la SVOD, vidéo par abonnement, ni Netflix, le major de la lecture en ligne de la vidéo, couramment appelé streaming, qui en sont les premiers responsables, mais l'accès des particuliers à l'Internet à haut débit. C'est à ce moment en effet que le téléchargement des films avec une qualité raisonnable a été possible et a conduit à une érosion des ventes des supports physiques DVD et Blu-ray. Pour la combattre, les majors de la distribution diminuent le prix du DVD, si bien qu'en volume, le nombre des DVD vendus a chuté moins rapidement. Cela n'a pas empêché une chute de plus de la moitié en volume, passant de 90 millions d'unités en 2004 à 40 millions en 2020 environ. Le Blu-ray reste stable à 10 millions de disques vendus par an, soit environ 20% des ventes totales en 2020. Mais ce qui est préoccupant, c'est la place prise par les compagnies américaines de streaming, principalement Netflix, Amazon, Hulu, Disney, YouTube, Apple, qui trustent 60% du marché. Les compagnies françaises, principalement OCS, Orange Cinéma Série, Canal+, Salto, by TF1, se contentent de 20% du marché, les 20% restantes étant détenues par d'autres pays. Cette répartition influe énormément sur l'offre. Par exemple, le fonds de catalogue français en streaming est relativement pauvre. Heureusement qu'il y a encore les bibliothèques multimédia et les collectionneurs pour archiver les DVD et Blu-ray, car si on en juge par les prévisions 2021, le marché de la vidéo dématérialisée augmente de 20% en valeur et celui du DVD et Blu-ray décroît de 15%. Et pourtant, il y a encore 40 millions de supports physiques vidéo vendus en France par an, avec une tendance qui s'oriente vers 2 tiers en DVD et 1 tiers en Blu-ray, dont une part qui augmente pour le Blu-ray Ultra HD. Pour lutter contre l'érosion du marché des supports physiques vidéo, un collectif de 85 éditeurs s'est constitué en 2020 avec des raisons qui sont développées dans la vidéo suivante.
D'abord, on dit DVD, mais donc le support physique, DVD, Blu-ray, UHD et tout ce qui va arriver dans les années à venir. À force de dire ça, tout le monde s'en est convaincu. Et c'est vrai que le support physique n'est plus un objet de consommation de masse, comme il a pu l'être à un moment donné, ce qu'on appelait l'âge d'or du DVD, je sais pas, on en vendait des dizaines, voire des centaines de milliers. Ça n'est plus ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut juste dire qu'il s'est transformé. Et en fait, les éditeurs se sont adaptés à cette transformation. Les beaux objets, c'est de la représentation, c'est ce qui est mis en avant dans les magasins, c'est ce qui va générer des actes d'achat chez des gens très fans, des gens très cinéphiles, c'est ce qu'on a envie d'offrir. C'est un peu une fétichisation et qui revient parce qu'à l'heure du tout dématérialisé, en fait, on se rend compte que ça nous manque un peu aussi. Mais il y a tout un aspect qu'on oublie. Qui pour moi est vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui le support physique est aussi un moyen de faire arriver certaines œuvres chez les gens, et parfois même un des seuls moyens, parce qu'on a un maillage de salles extraordinaire, mais tous les films ne peuvent pas passer dans tous les cinémas, donc parfois vous habitez à un endroit où vous n'allez pas avoir l'occasion de voir le film en salle, et puis vous n'avez pas forcément une connexion internet qui vous permet de voir un film en VOD correctement. Et puis vous n'êtes pas forcément abonné aux 150 plateformes qui vous permettraient d'avoir la variété et donc le choix. Par contre, vous avez forcément une médiathèque, et grâce à la médiathèque, on touche des gens qui, voilà, du coup la question de l'argent se pose beaucoup moins, voire pas quand c'est gratuit. La question de l'équipement beaucoup moins aussi. Voilà, et ça reste super important. C'est pas du bel objet, mais c'est de la démocratisation de l'accès à la culture, qu'on soit sur le patrimoine ou même tous les films à réessai indépendants qui sortent aujourd'hui. Heureusement qu'ils ont le DVD et le Blu-ray et autres pour avoir accès au public. Je rejoins complètement ce qui a été dit avant sur le côté objet DVD. Quand on parle de patrimoine, il y a souvent une âme de collectionneur quelque part, et le DVD fait partie de ça. Et nous, on avait été frappés de voir quand le festival Lumière a développé son marché du DVD et son ouverture vers le public pour les ventes de DVD neufs ou d'occasion d'ailleurs. Le succès que ça avait eu cette initiative, et depuis 2 ans, ils ont institué un vrai marché du DVD. On a été surpris du monde qui venait un dimanche acheter du DVD, voir les nouvelles éditions, etc. etc. Et on s'est dit que le DVD existe toujours, en tout cas pour un public particulier amateur de films de patrimoine. Et ce côté permanence de l'objet sur les plateformes, on les connaît tous, mais on sait que les films sont là qu'un temps. Le DVD, je l'ai dans ma bibliothèque et je peux le ressortir quand j'ai envie de le voir. Et que le patrimoine existe dans l'ensemble des aides du CNC, et on travaille en bonne intelligence avec la direction du numérique chez nous qui s'occupe du DVD plus spécifiquement. Et le DVD de patrimoine fait partie des sujets sur lesquels on flèche nos actions, parce que pour nous c'est essentiel. On donne des aides à la restauration, à la numérisation des films, c'est pour que ces films soient vus et restent visibles sur un long terme. Un des moyens de rendre ces films visibles sur le long terme, une fois restaurés, quand on fait des restaurations en 4K dans lesquelles on va passer et on va mettre 70, 80 000 euros sur une restauration, c'est pas pour que ces films disparaissent au bout de 3 mois parce qu'ils sont sortis d'une plateforme, c'est pour qu'ils restent et qu'il y ait une édition vidéo derrière. Donc ça, on est toujours très vigilant à ce que ces éditions demeurent et que ces éditions se fassent dans des bonnes définitions d'images. Donc vive le Blu-ray, vive l'Ultra HD.